Combien d'années faut-il semer la terreur pour que le monde entier se ligue afin de vous anéantir? L'empire néo-assyrien dominait un territoire s'étendant de l'Égypte aux rives du golfe Persique. Son armée emportait des cités jugées imprenables. Ses rois déportaient des peuples entiers, des centaines de milliers d'âmes, les réinstallant au gré des ordres de Ninive. Ce système fonctionna durant des siècles. Et c'est précisément ce qui causa sa perte. À la fin du 7e siècle avant notre ère, l'empire néo-assyrien cessa de s'étendre et commença à se fissurer de l'intérieur. La mort du roi Assurbanipal, vers 627 avant notre ère, déclencha une série de conflits dynastiques qui épuisèrent les réserves militaires du pays avant même que l'ennemi n'atteigne ses murs. Ses successeurs se déchirèrent immédiatement pour le trône. D'abord, Assur-étel-Ilani s'empara du pouvoir. Puis son frère, Sinchum-Lishir. Enfin, un autre frère, Sinchar-Ishkun. Chaque coup d'État exigeait une armée. Chaque armée, des ressources. Ces ressources n'étaient pas envoyées aux frontières, mais servait à réprimer le prétendant précédent. Les provinces, observant ce chaos derrière leurs remparts, en tirèrent leurs propres conclusions. Dans le sud de la Mésopotamie, Nabopolassar fut l'un de ceux qui agirent. Il n'était pas de haute naissance. Les chroniques babyloniennes restent muettes sur son origine exacte, ce qui est en soi éloquent. Il commandait les troupes en Babylonie et, en 625 avant notre ère, se proclama roi du royaume néo-babylonien, alors que le trône assyrien vacillait sous un nouveau coup d'État. Les Assyriens tentèrent de le soumettre, sans succès. Nabopolassar essuya plusieurs affrontements, se replia, se regroupa et tint bon. Puis, il commença à agir avec méthode. Son calcul était froid. Nabopolassar comprenait qu'à elle seule, la Babylonie ne pourrait abattre Ninive. Mais il voyait qu'au nord, une puissance émergente partageait les mêmes intérêts. La puissance Mède, sous l'égide du roi Siaxar, s'était forgée à sa propre école. En 653 avant notre ère, les Mèdes avaient été vaincus par les Scythes et étaient restés sous leur joug durant plusieurs décennies. Siaxar finit par s'affranchir de cette dépendance. Il réorganisa l'armée Mède, substituant à la masse tribale chaotique des corps d'élite distincts d'archers, de lanciers et de cavalerie. Lorsque l'autorité assyrienne commença à faiblir, Siaxar fit mouvement vers l'ouest. En 622 avant notre ère, les Mèdes lancèrent une première offensive contre Ninive. Elle échoua car les Assyriens résistaient encore. Mais Siaxar en profita pour mémoriser les itinéraires, les fortifications et les points faibles de la place. Nabopolassar et Siaxar finirent par se rencontrer. Les chroniques babyloniennes consignent cette alliance sans lyrisme. Ils convinrent d'agir de concert et scellèrent leur pacte par un mariage dynastique. Amytis, la fille de Siaxar, fut donnée en mariage au fils de Nabopolassar. L'alliance devint irréversible. Pendant ce temps, à Ninive, Sincharishkun regardait les faubourgs de sa capitale brûler. Ce n'est pas une figure de style. Les chroniques babyloniennes indiquent clairement que lors des campagnes menées entre 616 et 613 avant notre ère, les troupes babyloniennes et Mèdes ravagèrent systématiquement les terres entourant Ninive. Elles incendiaient les greniers, raflaient le bétail et détruisaient les systèmes d'irrigation. Privée de sa ceinture nourricière, la capitale devenait vulnérable. Ce n'était pas une cruauté gratuite, mais un calcul méthodique. Sincharishkun tenta de riposter
en envoyant ses armées. Elles revenaient décimées ou ne revenaient pas du tout. En 616 avant notre ère, l'armée assyrienne se heurta aux Babyloniens sur les rives de l'Euphrate et fut repoussée. Les Assyriens appelèrent alors l'Égypte à l'aide. Le pharaon Psamétique Ier envoya un corps expéditionnaire pour soutenir son allié. Cela retarda la catastrophe, mais ne renversa pas l'équilibre des forces. Les troupes égyptiennes combattaient loin de leur base, avec une logistique bien plus fragile que celle de leurs adversaires, qui opéraient sur leur propre terre. Durant ces années, les élites assyriennes persistèrent à croire que le système tiendrait. Cette confiance s'appuyait sur 2 siècles de victoires ininterrompues qui avaient forgé une cuirasse mentale que même les défaites ne parvenaient plus à percer. Mais cette armure n'était plus une protection, elle était devenue un aveuglement. Vers 612 avant notre ère, les armées de Nabopolassar et de Siaxar parvinrent sous les murs de Ninive. Derrière elles, des années de frappes coordonnées. Devant elles, des murailles de 15 mètres de haut s'étirant sur 12 kilomètres. La plus vaste cité fortifiée du monde antique. Mais à l'intérieur de ces murs, Sincharishkun régnait sur un État qui avait épuisé sa marge de sécurité bien avant le début du siège. L'alliance entre Nabopolassar et Siaxar était scellée. Les armées marchaient sur Ninive. On pourrait croire que Sincharishkun disposait encore d'un dernier atout, les Scythes. Ces cavaliers des steppes, venus du nord du Caucase, étaient apparus en Asie mineure dès le 7e siècle avant notre ère. Les Assyriens savaient traiter avec eux. Sous Assurbanipal, des contingents scythes combattaient pour l'Empire en échange d'or et d'un accès aux routes commerciales. Ils n'étaient pas des alliés au sens strict, mais des acteurs professionnels des guerres d'autrui. Leur loyauté valait exactement ce que leur employeur était prêt à payer. Lorsque la puissance mède commença à se consolider sous Siaxar, les Scythes se retrouvèrent face à un choix. D'un côté, une Assyrie déclinante qui payait encore, mais avec peine. De l'autre, une puissance mède ascendante qui offrait de meilleures perspectives. Les chroniques babyloniennes n'ont pas conservé le détail des négociations, mais le résultat est sans appel. Lors de la campagne finale contre Ninive, les contingents scythes opéraient aux côtés de l'armée de Siaxaré. Ce ne fut pas une trahison soudaine sur le champ de bataille, mais un basculement progressif et calculé, achevé avant même le début du siège. La Syrie perdit sa cavalerie scythe non pas par les armes, mais par la diplomatie. Et elle ne s'en rendit pas compte à temps. En 613 avant notre ère, les options diplomatiques de Sincharishkun s'amenuisaient. L'Égypte continuait d'envoyer des troupes, mais le pharaon Néchao II agissait avec la prudence d'un politique chevronné. Il aidait les Assyriens juste assez pour maintenir un état tampon entre l'Égypte et l'empire néo-babylonien en pleine expansion. Sauver Ninive au prix du sang égyptien n'entrait pas dans ses plans. Aux frontières occidentales, les anciens vassaux passaient au pillage ouvert. Les tribus araméennes, tributaires depuis des décennies, s'en prendre désormais aux convois et aux relais de poste assyriens. Leurs troupes ne déclaraient pas la guerre, elles cessaient simplement d'obéir. Les chroniques babyloniennes rapportent ce processus avec sécheresse. Telle ville s'est révoltée, tel chef a cessé d'envoyer du grain. Chaque message de ce type avait des conséquences concrètes. L'armée devait être nourrie, les garnisons payées. La machine de guerre assyrienne dépendait des ressources des provinces. Quand celles-ci firent défection, la machine commença à s'enrayer. L'un des hauts fonctionnaires de Ninive de cette période, dont le nom est perdu, envoya un rapport aux archives. Des fragments en ont été exhumés lors de fouilles. Les réserves de grains dans les silos du Nord s'épuisaient. Les livraisons de 2 provinces avaient cessé.
La garnison d'une ville frontalière n'avait pas perçu sa solde depuis 3 mois. Ce n'était pas une prophétie de déclin, mais le bilan comptable d'un isolement. En Mésopotamie, des rumeurs circulaient durant ces mois. Leurs sources sont impossibles à identifier, mais leur diffusion est attestée par des textes ultérieurs. On parlait d'une vengeance imminente. On disait que les dieux avaient abandonné Assur, que les armées de la coalition apportaient la libération au peuple que les Assyriens avaient déporté et asservi durant des siècles. Dans un tel climat informationnel, maintenir la loyauté des troupes devenait une gageure. Tandis que Ninive comptait ses derniers boisseaux de grains, Nabopolassar et Xiaxarès achevaient leurs préparatifs. Leurs armées avaient déjà mené plusieurs campagnes conjointes et savaient coordonner leurs assauts. L'infanterie babylonienne et les ingénieurs de siège venaient du sud. La cavalerie et les corps d'infanterie mèdes arrivaient du nord et de l'est. Les cavaliers scythes, eux, étaient chargés d'intercepter les fuyards et de verrouiller les routes. L'étau autour de Ninive ne se referma pas en un jour. Il se resserra durant des mois. À l'été 612 avant notre ère, la coalition était en position pour l'assaut final. 12 kilomètres de murs, 15 mètres de haut. Une base assez large pour que 3 chars de combat y circulent de front. C'est à cela que se heurtaient les armées de Nabopolassar et de Xiaxarès. Et elles ne reculèrent pas. 12 kilomètres de murailles. Ce n'est plus une fortification. C'est un manifeste architectural sur la domination du monde. Le roi Sennachérib les avait fait ériger vers 700 avant notre ère, lorsqu'il transféra la capitale de l'Empire à Ninive. Il ne se contentait pas de bâtir, il concevait un symbole. Le mur extérieur, en briques cuites, s'élevait à 15 mètres, précédé d'un fossé. Derrière lui se dressait un mur intérieur, plus massif encore. La plateforme du mur extérieur était si large que 2 chars pouvaient s'y croiser. Tout au long du périmètre, 15 portes fortifiées et flanquées de tours protégeaient l'accès. Dans ses annales, Sennachérib qualifiait ce système de « mur sans égal parmi les cités du monde ». Ce n'était pas de la vantardise, mais la réalité technique de son temps. Les assiégeants contemplaient cet ensemble depuis la plaine du Tigre, et ils commencèrent à bâtir à leur tour. Les ingénieurs babyloniens établirent leur camp à portée de flèches des remparts. Ils érigèrent d'abord une ligne de circonvallation, une levée de terre ceinturant la ville pour interdire toute sortie et bloquer l'arrivée de renforts. Ce fut un travail de titan. Des milliers d'ouvriers déplaçaient la terre sous la surveillance constante des archers assyriens postés sur les murs. Chaque mètre de remblai se payait en vies humaines parmi les unités de travailleurs. L'un de ces terrassiers, anonyme, comme la plupart des acteurs de ce siège, œuvrait dans la zone de mort. Il n'avait que faire de la stratégie. Son seul but était de transporter un panier de terre supplémentaire sans recevoir une flèche dans le dos. Les chroniques babyloniennes ne comptabilisaient pas ces pertes individuelles. Elles mesuraient le périmètre. Parallèlement au terrassement, des tours de siège furent construites. Faites de bois, elles étaient recouvertes de peaux de bêtes humides pour les protéger de la poix enflammée que les Assyriens déversaient. Ces tours, montées sur des plateformes, étaient poussées vers les murs sur des chemins de roulement. À leur sommet, des archers tentaient de balayer les défenseurs des remparts. À leur base, à l'abri des structures, les béliers entraient en action. Le bélier de l'époque consistait en une lourde poutre suspendue par des chaînes à l'intérieur d'un châssis protégé. Une tête métallique, souvent sculptée en forme de bélier, frappait inlassablement le même point. La maçonnerie de Sennachérib était robuste, mais elle présentait un point faible. Les joints entre les blocs et la base, là où la pression du sol
créait des micro-fissures. C'est là qu'il frappait. Les défenseurs assyriens ripostaient. La poix enflammée pleuvait sur les tours des sièges que les Babyloniens tentaient d'éteindre avec des outres d'eau. Des cordes et des crochets étaient jetés depuis les murs pour tenter de saisir la tête du bélier et de la soulever. Les assiégeants tranchaient les cordes. Les archers assyriens, du haut des tours des portes, abattaient les servants des béliers. Les archers babyloniens, depuis leur plateforme, tentaient de neutraliser les tireurs assyriens. C'était une mécanique d'annihilation méthodique, dénuée d'héroïsme et de rapidité. Coup après coup, jour après jour. Au début de l'été 612 avant notre ère, les béliers entamaient la maçonnerie près de plusieurs portes simultanément. Les chroniques babyloniennes relatent cette période avec sobriété. Ils menèrent un siège acharné contre Ninive. Cette concision est inversement proportionnelle à l'ampleur du drame. Derrière ces mots se cachent des semaines de travail ininterrompu des machines de siège, érodant peu à peu la brique monolithique. Les défenseurs voyaient les fissures s'élargir. Au-delà de l'inquiétude, c'est le fondement psychologique de la défense qui s'effondrait. Les murs de Sennachérib étaient jugés inexpugnables depuis 2 siècles. Chaque nouvelle brèche contredisait cette certitude par un fait physique irréfutable. Les commandants assyriens déplaçaient leurs réserves vers les secteurs endommagés, dégarnissant d'autres parties du périmètre. Le mur tenait encore par endroits, mais les hommes qui le défendaient étaient à bout. Les Assyriens tentèrent des sorties pour détruire les engins de siège. À plusieurs reprises, de forts contingents s'élancèrent par les portes latérales pour attaquer les positions babyloniennes. Ils parvinrent parfois à incendier quelques machines, mais à chaque fois, la cavalerie mède les interceptait en terrain découvert, les coupant de leur base. Ces sorties étaient coûteuses et ne modifiaient en rien l'issue fatale. Le siège entrait dans sa phase décisive. Les béliers continuaient leur œuvre. Les lignes de circonvallation se resserraient. Et quelque part, au milieu de cette lutte de briques, de bois et de bronze, les ingénieurs babyloniens observaient déjà la rivière, songeant à un autre moyen d'en finir. Les commandants assyriens l'avaient compris. Rester terrés derrière les murs revenait à mourir à petit feu. Ils choisirent de précipiter le dénouement, au prix de lourdes pertes. Les portes de Ninive s'ouvrirent à plusieurs reprises durant le siège. Non par désespoir, mais sur ordre. C'était une tactique délibérée. Des colonnes denses d'infanterie d'élite sortaient en contre-attaque, frappaient les positions de siège et se repliaient avant que la cavalerie mède n'ait pu leur couper la route. Parfois, la manœuvre réussissait. Près de la porte Alzi, dans le secteur nord-ouest, l'une de ces sorties atteignit les tours de siège babyloniennes. L'infanterie assyrienne incendia les structures de bois et massacra les servants du bélier. Le secteur babylonien dut reculer. À l'échelle du siège, ce fut un succès local, significatif et concret, consigné dans les textes assyriens ultérieurs comme une preuve de la combativité de la garnison. Mais derrière chaque sortie se cachait une arithmétique implacable que les commandants assyriens ne pouvaient ignorer. La coalition perdait des hommes sous les murs, mais elle comblait ses pertes grâce aux réserves stationnées dans les camps derrière les lignes de siège. Ninive perdait des hommes aux portes, et personne ne venait les remplacer. Chaque soldat assyrien tué était une perte définitive. Chaque Babylonien tombé était substituable. Ce n'est pas une métaphore militaire, c'est la réalité logistique d'une cité assiégée. Le matin suivant la sortie réussie près de la porte Alzi, les défenseurs virent que les ouvriers babyloniens érigeaient déjà une nouvelle tour à la place de celle qui avait brûlé. Le travail s'était poursuivi toute la nuit, sous la protection des archers. À l'aube, la structure était en place. 2 jours plus tard, le bélier frappait de nouveau la muraille.
L'infanterie lourde babylonienne agissait différemment de ce que les Assyriens escomptaient. Et ne chargeait pas de front, ce qui eût été suicidaire face à de tels remparts. Au lieu de cela, les colonnes d'infanterie se postaient sur les flancs des tours de siège, créant un périmètre défensif autour des béliers. Lorsque les Assyriens lançaient une contre-attaque, l'infanterie babylonienne encaissait le choc, fixait l'ennemi au corps à corps et tenait la position jusqu'à ce que la cavalerie mède surgisse sur les flancs. Un officier assyrien, dont le nom s'est perdu, mena un détachement en contre-attaque par la porte orientale. L'infanterie babylonienne formait un mur. Il voyait devant lui une ligne compacte de boucliers derrière laquelle les béliers s'activaient. Ses hommes chargèrent. Les Babyloniens ne cédèrent pas d'un pouce. La cavalerie mède apparut sur sa droite avant même qu'il n'ait pu évaluer le danger. Le détachement dut refluer vers la porte, laissant un tiers de ses effectifs sur le terrain. C'était l'illustration parfaite de la tactique de la coalition. L'infanterie fixait, la cavalerie achevait. Les Assyriens se heurtaient sans cesse à ce schéma, sans trouver de parade, car la réponse aurait exigé une supériorité numérique qu'ils n'avaient plus. Au cœur du siège, les portes étaient devenues des points de pression constantes. Les troupes babyloniennes et mèdes assaillaient tour à tour différents secteurs, empêchant la garnison de concentrer ses réserves en un seul point. Lorsque la poussée s'intensifiait aux portes de Mashki, dans le secteur ouest, les commandants assyriens y transféraient des hommes du secteur nord. Aussitôt, l'assaut reprenait au nord. C'était un rythme épuisant, calculé non pour une percée immédiate, mais pour l'attrition. Les chars assyriens, fierté de l'armée impériale durant 2 siècles, s'avérèrent inutiles à l'intérieur de la cité assiégée. Sur les plaines dégagées, ils étaient une arme redoutable. Derrière les murs de Ninive, ils n'avaient aucun espace pour déployer leur vélocité. Plusieurs tentatives de sortie se soldèrent par des chars embourbés sous les tirs ou incapables de prendre leur élan avant de heurter l'infanterie babylonienne. Une arme conçue pour la manœuvre se retrouvait enfermée dans un espace exigu, prise entre le rempart et l'ennemi. Chaque matin, les défenseurs montaient sur les courtines et comptaient les rangs des assiégeants. Leur nombre ne diminuait pas. Des troupes fraîches prenaient systématiquement la place des unités retirées. La relève dans les camps de la coalition s'opérait avec méthode. À Ninive, il n'y avait pas de relève. Il n'y avait que ceux qui tenaient encore et ceux qui n'étaient plus. Ce fut alors que les ingénieurs babyloniens détournèrent leurs yeux des remparts pour les porter vers les eaux. Le Khosr entrait dans Ninive par l'est et traversait la ville avant de se jeter dans le Tigre. Sennachérib l'avait sciemment intégré au système urbain. Aqueducs, canaux, réservoirs, tout était alimenté par le Khosr. Pour une cité d'un demi-million d'habitants, l'eau n'était pas un confort, mais une nécessité vitale. En concevant Ninive, Sennachérib avait transformé la rivière en un atout. Les ingénieurs babyloniens y virent une vulnérabilité. Le Khosr coulait à travers le secteur oriental des murs. Là où la rivière franchissait le périmètre urbain, les bâtisseurs assyriens avaient installé des vannes et des herses pour prévenir toute infiltration fluviale. Mais personne n'avait prévu de protection contre un ennemi qui bloquerait la rivière de l'extérieur. Les ingénieurs babyloniens entreprirent de construire un barrage en amont de la ville. Ce fut un chantier de terrassement titanesque qui exigea des semaines de travail. L'emplacement fut choisi là où le lit se rétrécissait et où les rives fournissaient assez de matériaux pour la digue. Les équipes d'ouvriers bloquaient le flux par étapes, détournant une partie de l'eau vers des canaux latéraux pour éviter une montée subite du niveau. Le but n'était pas d'inonder la ville sur le champ, mais d'accumuler une masse critique d'eau derrière l'ouvrage. Du haut des murs, les Assyriens observaient ces travaux de terrassement près de la rivière.
La distance empêchait d'en évaluer précisément l'ampleur. Les reconnaissances offensives lancées dans cette direction se heurtaient au barrage Med. Ce que les Babyloniens bâtissaient exactement sur le Khosr, Ninive ne le comprit pas immédiatement. Pendant que l'eau s'accumulait derrière la digue, les ingénieurs calculaient le point de rupture. Les fondations des murs de Sénachérib, dans le secteur Est, s'enfonçaient dans un sol imprégné d'alluvions. La brique crue, utilisée pour les assises inférieures de la maçonnerie, était vulnérable à une humidité prolongée. La brique cuite du parement extérieur résistait à l'eau, mais seulement tant que la fondation sous-jacente demeurait stable. L'érosion du sol sapait cette stabilité. Qu'on imagine un ingénieur assyrien sur le rempart Est. Il constate que le niveau du Khosr a cessé de baisser, alors que la saison aurait dû commander une décrue. Il voit que l'eau, à la base du mur, commence à stagner au lieu de s'écouler. Il comprend, avant tous les autres, ce qui se prépare. Mais ce qu'il peut faire de cette intuition au sein d'une ville assiégée est une toute autre question. Le lâcher d'eau survint lorsque la pression derrière le barrage atteignit le niveau calculé. Les ingénieurs babyloniens détruisirent une section de la digue. Le flot se précipita dans l'ancien lit du Khosr avec une puissance accumulée. L'eau frappa de plein fouet le secteur oriental des murs. L'effet ne fut pas instantané. Ce ne fut pas une cataracte emportant la maçonnerie en quelques secondes. Ce fut un processus lent et inexorable. L'eau affouillait le sol sous les fondations. Là où la brique crue entrait en contact avec le courant, elle commençait à se déliter de l'intérieur. De l'extérieur, le mur semblait encore intact, mais sa base perdait déjà sa capacité portante. Après plusieurs jours d'exposition continue, une section du rempart s'affaissa et s'effondra partiellement. Les chroniques babyloniennes font directement état de cet événement. Le texte connu des historiens sous le nom de Chroniques babyloniennes, BAM, mentionne qu'au cours du siège, un coup terrible fut porté à la ville. Plusieurs chercheurs associent cela à la destruction du mur par les eaux. Le livre du prophète Naoum, écrit peu avant la chute de Ninive, contient une indication explicite. Les portes des fleuves s'ouvrent et le palais s'écroule. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais la description d'un événement d'ingénierie spécifique connu de l'auteur. La brèche du rempart oriental changea immédiatement la nature du siège. Ce que les béliers avaient mis des semaines à accomplir, l'eau l'exécuta bien plus vite. Là où la maçonnerie s'était affaissée, une zone accessible au groupe d'assaut se forma. Les défenseurs se précipitèrent pour colmater la brèche, érigeant des barricades de fortune avec des débris. Cela exigeait des hommes, qui furent retirés d'autres secteurs. La coalition obtint ce qu'elle cherchait depuis des mois. Non pas un simple dommage superficiel, mais une faille dans le dispositif défensif que Ninive ne pouvait plus aveugler avec ses seules ressources. Les béliers continuaient de marteler les portes. L'eau continuait de miner les fondations est. Les troupes mèdes et babyloniennes pressaient tous les secteurs simultanément. La garnison de Ninive ne faisait plus que boucher les trous à mesure qu'ils apparaissaient, sans jamais avoir le temps de prévenir le suivant. Ce n'était plus une défense, c'était une gestion de l'agonie. À l'intérieur de la ville, les réserves de grains s'amenuisaient, le nombre de blessés augmentait, et hors des murs, les ingénieurs babyloniens, les yeux fixés sur la brèche orientale, commençaient à compter combien d'hommes entreraient dans la première vague d'assaut. Derrière les murs éventrés, la vie à Ninive suivait son cours, mais selon des lois nouvelles. En 612 avant Jésus-Christ, les silos de la ville n'étaient pas vides dès le premier jour du siège. En tant que capitale impériale, Ninive détenait des réserves stratégiques de céréales, d'huile et de poissons séchés. C'était un usage établi. Les cités assyriennes
savait se préparer au siège, elle qui en avait mené tant pendant des siècles. Mais ces réserves étaient calculées pour une durée finie. Lorsque le siège s'éternisa et que tout ravitaillement extérieur devint impossible, la logistique commença à vaciller. Les premiers stocks à s'épuiser furent ceux du fourrage. Les chevaux et les mulets du train des équipages consommaient le grain nécessaire aux hommes. Le commandement fut confronté à un dilemme: conserver la cavalerie pour d'éventuelles sorties ou nourrir la garnison. Dans une ville assiégée sans espoir de désenclavement, c'était un choix sans issue favorable. Les tablettes administratives assyriennes de cette période, partiellement exhumées lors des fouilles du XIXe siècle, dépeignent une situation caractéristique. Durant les derniers mois de la cité, le système de distribution fonctionnait encore, mais les rations diminuaient. Les fonctionnaires consignaient les entrées et les sorties avec une rigueur bureaucratique, même quand les registres devenaient de plus en plus alarmants. Les incendies ajoutaient une dimension physique à cette pression. La poire ardente que les défenseurs déversaient sur les machines de siège retombait parfois en flammes sur les murs de la ville au gré des vents. Les archers babyloniens incendiaient délibérément les bâtiments proches des portes avec des flèches enflammées. Une fumée dense stagnait au-dessus de la ville. Elle ne se dissipait pas, car les taux du siège entravaient la circulation de l'air dans les quartiers adjacents aux remparts. L'archer assyrien sur la tour nord, enchaînant les tours de garde, inhalait ces fumées pendant des heures. Il n'avait plus de relève, les effectifs fondant à vue d'œil. Il contemplait en bas le camp babylonien, des rangées ordonnées de tentes, les fumées des feux de cuisine, le mouvement de troupes fraîches. Là-bas, les hommes se reposaient, mangeaient, se préparaient. Ici, on restait debout tant qu'on pouvait tenir. Cette asymétrie était flagrante. Elle agissait sur le moral des défenseurs plus sûrement que n'importe quel bélier. Les prêtres des grands temples de Ninive, les Mashmash dédiés à Ishtar et l'Eshara, sanctuaire d'Assur, officiaient sans relâche. Sacrifices, extispicines, prières. Ce n'était pas de la superstition au sens primitif, mais une pratique religieuse d'État qui, dans la culture assyrienne, faisait partie intégrante de l'art de gouverner. Les dieux devaient confirmer la légitimité du pouvoir et dicter l'issue des combats. Les textes divinatoires de l'époque, retrouvés dans les archives, enregistrent des augures funestes. L'examen des entrailles des animaux sacrifiés donnait des présages défavorables. Cela ne signifiait pas que les prêtres mentaient, ils travaillaient au sein de leur système et y voyaient la réalité. Le résultat était prévisible. Au sein de la population, la conviction que les dieux avaient abandonné la ville s'enracinait. Les écrits prophétiques ont immortalisé ce moment. Le livre de Nahum décrivait la fin imminente de la ville avec une précision qui, pour les historiens, indique une chose. Les informations sur l'état de Ninive circulaient bien au-delà de ses frontières. Les rumeurs d'un affaiblissement de la capitale atteignaient la Judée, la Babylonie et les provinces égyptiennes. Ninive perdit son aura d'invulnérabilité, d'abord dans les esprits, puis physiquement. À l'intérieur des murs, cela se traduisait par des signes avant-coureurs. Le commerce sur les marchés s'était éteint. Les ateliers des quartiers des fondeurs de bronze et des potiers avaient cessé toute activité. Les matières premières manquaient et il n'y avait plus personne à qui vendre. La vie urbaine, d'ordinaire faite d'un tumulte constant, marchandages, disputes, grincements de chariots, s'éteignait quartier par quartier. Le silence de la ville assiégée devint en soi un instrument de torture. Les habitants n'entendaient plus que les béliers, jour après jour. Un coup, une pause. Un coup, sans fin. Lorsqu'on entend le même son assez longtemps, on finit par ne plus le percevoir consciemment, mais le corps, lui,
réagit. Le stress chronique érode la combativité plus sûrement que la faim. Les commandants assyriens le savaient. Ils avaient eux-mêmes appliqué cette tactique contre d'autres cités. À présent, elle se retournait contre eux. Dans son palais, Sin-Shar-Ishkun recevait les dépêches. Les réserves s'épuisent. Le mur exige des renforts. La brèche du Khosr s'élargit. La garnison tient, mais les pertes sont irremplaçables. Chaque rapport était précis. Chaque rapport réduisait sa marge de manœuvre. Hors des murs, Nabopolassar et Siaxarès ne précipitaient rien. Ils observaient la fumée s'élever de la ville. Ils recevaient par des transfuges et des espions des rapports sur l'état de la garnison. Ils attendaient le moment où la défense serait suffisamment exsangue. Ce moment approchait en cette fin d'été 612 avant Jésus-Christ. Les deux généraux commencèrent à donner leurs ordres pour l'assaut final. Les ordres de déploiement des dernières réserves vers les remparts parvinrent au casernement assyrien en août 612 avant Jésus-Christ. Ces réserves étaient dérisoires. Plusieurs mois de sorties, de contre-attaques et de gardes ininterrompus avaient fait leur œuvre. Les commandants raclaient les fonds de tiroirs. Gardes palatiales, unités administratives, garnison des temples. Quiconque savait manier une arme était envoyé sur les murs. Les autres étaient affectés au transport des pierres et des matériaux pour les barricades. La machine de guerre assyrienne ne tournait plus que sur son ultime ressort, la discipline. Elle ne tenait plus par la foi en la victoire, mais par l'habitude d'obéir. Ce n'était pas rien. C'est elle qui permettait à la garnison de fonctionner encore, alors que toute raison rationnelle de résister s'était évanouie. Sin-Shar-Ishkun se trouvait alors dans le palais de Sennachérib, une construction colossale au sud-ouest de la ville, bâtie par son grand-père comme un manifeste de la puissance impériale. 76 salles du trône et de réception. Les murs étaient parés d'orthostates d'albâtre sculptés de bas-reliefs. Scènes de chasse, campagnes militaires, peuples soumis apportant le tribut. Toute l'histoire de l'empire néo-assyrien gravée dans la pierre. C'était désormais l'ultime refuge au cœur d'une ville agonisante. Les actes de Sin-Shar-Ishkun durant les derniers jours du siège ne sont que partiellement connus. Les chroniques babyloniennes consignent sa mort, mais sans détail. Des historiens grecs plus tardifs, comme Ctésias de Cnide, décrivent une scène où le roi rassemble ses femmes, ses concubines et ses trésors avant de s'immoler dans son palais, refusant de se rendre. Les historiens considèrent la version de Ctésias avec prudence. Il écrivait un siècle et demi après les faits et aimait le mélodrame. Cependant, l'archéologie apporte un élément concret. Lors des fouilles du XIXe siècle, on a découvert des traces d'un incendie massif et une strate d'objets vitrifiés, caractéristiques d'une destruction volontaire et non de simples dommages de combat. Ce qui s'est passé exactement reste une conjecture, mais le fait que le palais ait brûlé est une certitude. Tandis que dans les appartements palatiaux on se préparait à une fin inéluctable, un autre mouvement agitait la ville haute. Les habitants, comprenant que l'assaut général était imminent, se massaient près des temples. Les mashmash, sanctuaires d'Ishtar, étaient bondés. On n'y venait pas seulement pour prier, mais parce que le temple, massif et de pierre, inspirait un sentiment de sécurité que les remparts n'offraient plus. Les prêtres poursuivaient leurs offices. C'était leur devoir et leur seul recours. Dans les campements de la coalition, l'atmosphère était tout autre. Nabopolassar et Siaxarès avaient réparti les secteurs d'attaque à l'avance. Les contingents mèdes se chargeraient des secteurs est et nord, là où l'eau avait affaibli les structures et où la brèche du Khosr offrait un point d'entrée. L'infanterie lourde babylonienne s'occuperait des portes ouest et du périmètre central. La cavalerie scythe assurerait l'encerclement extérieur, interceptant ceux qui tenteraient de fuir par les zones non gardées. Ce n'était pas une ruée désordonnée de troupes affamées, avides de butin. C'était une opération coordonnée.
menée par des hommes qui guerroyaient ensemble depuis des années et connaissaient parfaitement leurs capacités respectives. Dans le camp Mède, la nuit précédant l'assaut, on affûtait les armes. Ce n'est pas une image, mais une nécessité logistique. Les pointes de lance en bronze et le tranchant des épées s'émoussaient lors des escarmouches de siège et exigeaient une retouche avant le choc décisif. Le crissement des pierres à affûter dans le camp nocturne était audible, selon les estimations, depuis les murs de la ville. La distance entre les lignes de siège et les remparts n'excédant pas 200 mètres par endroit. Les sentinelles assyriennes entendaient ce bruit. Elles comprenaient ce qu'il annonçait. L'un d'eux, resté anonyme comme tous les acteurs de ce drame, se tenait sur la tour nord et observait les feux du camp de Siaxar. Des centaines de brasiers y brûlaient. Des ombres d'hommes s'y mouvaient. Méthodiquement, sans hâte. C'est ainsi que se déplacent ceux qui sont assurés de leur victoire. Sur le mur derrière lui, les lézardes causées par les béliers avaient été réparées à la hâte. Sous ses pieds, une maçonnerie détrempée qui luttait contre les eaux depuis 2 semaines. À ses côtés, des soldats privés de sommeil depuis des jours. L'aube pointait. Par-delà le Tigre, à l'ouest, le ciel commençait à s'éclaircir. C'était le dernier lever de soleil sur Ninive, tel que le monde l'avait connu. Pendant 6 siècles, l'empire néo-assyrien avait écrit son nom dans l'histoire par le feu et le fer. À présent, l'heure des comptes avait sonné, présentée par ceux qui en connaissaient chaque ligne par cœur. Le signal de l'assaut fut donné au lever du jour. L'aube s'est levée. Les trompes du camp Mède furent les premières à retentir. Non pas un seul signal, mais plusieurs, s'élevant simultanément de différents secteurs. C'était une tactique délibérée. Ce vacarme venant de toutes parts empêchait les défenseurs de déterminer la direction de l'assaut principal. Sur les remparts, les commandants assyriens hurlaient des ordres, dépêchant leurs hommes là où le fracas semblait le plus proche. Tel était l'objectif des premières minutes de l'offensive. Plonger la garnison dans un mouvement chaotique avant que la véritable percée ne se dessine. L'assaut principal fut lancé à l'est. Les colonnes d'assaut Mède s'ébranlèrent vers les brèches du mur oriental, celles-là même que l'eau et les béliers avaient ouvertes au cours des semaines précédentes. En tête marchaient des unités équipées d'échelles et de pavois. Derrière elles se pressaient des colonnes denses de lanciers. Ils franchirent au pas de course la distance séparant le rempart de siège de la brèche, sous le tir nourri des archers mèdes postés sur les tours encore debout. Une pluie de flèches s'abattait sur les assaillants. Des hommes tombaient. Pourtant, la colonne ne marquait aucun arrêt. Les rangs arrière enjambaient les corps et poursuivaient leur progression. Ce n'était pas de la bravoure au sens noble du terme. C'était l'arithmétique de l'assaut. Les pertes lors de l'approche avaient été intégrées au calcul dès le départ. Au pied de la brèche, le premier corps à corps éclata. Les soldats assyriens défendaient l'ouverture, massés sur plusieurs rangs, derrière des barricades improvisées, faites de débris de maçonnerie. Ils tenaient bon, bouclier contre bouclier, embrochant de leurs lances quiconque tentait de forcer le passage. Les premières unités mèdes furent refoulées. La brèche tenait, mais pas pour longtemps. Siaxar jeta ses colonnes de réserve dans le secteur est. La pression sur la brèche tripla. Simultanément, depuis les sections conquises du mur en ruine, les archers mèdes ouvrirent le feu sur le flanc des défenseurs assyriens. Un tir parabolique, tombant d'en haut, là où les boucliers ne servaient plus à rien. Le dispositif assyrien derrière les barricades commença à s'effriter. Dans le secteur nord, la situation évoluait de la même manière, mais plus lentement. Le mur y était moins endommagé,
et les groupes d'assaut Mèdes devaient manœuvrer leurs échelles sous un feu nourri. Plusieurs tentatives d'escalade furent repoussées. Elles remplissaient néanmoins leur rôle. Fixer une partie de la garnison loin de la brèche est. C'était là tout l'enjeu de l'attaque au nord. À l'ouest, l'infanterie lourde babylonienne s'approcha des portes de Nergal. Les béliers reprirent leur œuvre, s'acharnant cette fois sur les battants affaiblis par les assauts des semaines passées. Derrière ces portes, les Assyriens avaient érigé une seconde ligne de défense, des barricades de bois et de pierre. Ils comptaient sur le fait que, même si les portes cédaient, les assaillants se heurteraient à ce second rempart sous un déluge de projectiles venant des hauteurs. Le calcul était juste, mais il fallait des hommes pour tenir cette ligne. Et les hommes commençaient à manquer. La brèche orientale fut forcée dès les premières heures de l'assaut. Les Mèdes s'y engouffrèrent en une masse compacte. Les défenseurs assyriens se replièrent au cœur de la cité, tentant de se réorganiser. Une partie d'entre eux se retrouva acculée dans les rues étroites, là où l'infanterie Mède perdait son avantage numérique, mais le compensait par son élan. Le combat de rue dans Ninive fut chaotique et fulgurant. Les passages exigus entre les maisons de briques crues ne permettaient pas de combattre en formation. Tout se décidait dans les premières secondes de chaque affrontement. Les soldats assyriens, connaissant parfaitement la ville, utilisaient les ruelles pour de brèves contre-attaques avant de se retirer par les cours intérieures. Mais leur rang s'éclaircissait à chaque escarmouche. La retraite convergeait inexorablement vers le centre de la ville. Les portes de Nergal s'effondrèrent au milieu de la journée. Ce ne fut pas sous un dernier coup de bélier, mais par l'effet cumulé des dommages. L'un des battants s'affaissa et bascula vers l'intérieur. L'infanterie babylonienne s'engouffra dans la brèche avant même que la poussière ne soit retombée. Désormais, dans Ninive, le combat faisait rage simultanément dans les quartiers est, aux portes ouest et sur le mur nord. Le commandement assyrien avait perdu toute capacité de défense centralisée. Les communications entre les secteurs étaient rompues. Chaque unité tenait sa position par elle-même, ou s'effondrait. À l'extérieur, la cavalerie scythe bloquait toutes les issues. Plusieurs groupes d'Assyriens tentèrent de s'échapper par de petites poternes dans le secteur sud. Les Scythes les interceptèrent. Aucune retraite organisée ne fut possible. À la mi-journée, la coalition contrôlait les quartiers orientaux et les portes de l'ouest. Entre les deux, les restes de la garnison assyrienne se trouvaient pris au piège dans les zones centrales. Devant eux se dressait le palais royal. Derrière eux, les rues où progressaient déjà Mèdes et Babyloniens. Ninive n'était pas encore totalement tombée, mais l'issue ne faisait plus aucun doute. Les débris de la garnison assyrienne se replièrent vers le complexe palatial. C'était l'ultime ligne de défense, non plus stratégique, mais géographique. Il n'y avait plus nulle part où reculer. Le palais de Sennachérib occupait l'angle sud-ouest de la ville intérieure et disposait de ses propres remparts. Il avait été conçu non seulement comme une résidence, mais comme une citadelle au cœur de la citadelle. Les portes étaient massives, les murs épais. En temps normal, il aurait pu être défendu indépendamment de la ville pendant un certain temps. Mais les circonstances n'avaient rien de normal. Les colonnes Mèdes avançaient depuis l'est par la principale artère de la cité. L'infanterie babylonienne arrivait de l'ouest, franchissant les portes de Nergal vaincu. Il progressait à travers des quartiers qui, quelques heures plus tôt, étaient encore habités. Désormais, les rues étaient désertes. Les habitants s'étaient terrés dans les maisons, les temples, les caves, partout où ils espéraient pouvoir attendre la fin de l'orage. Le temple d'Imashmash, dédié à Ishtar, se trouvait sur le chemin de la colonne Mède.
Cyaxarès donna un ordre que les chroniques babyloniennes rapportent sans commentaire. Le temple fut pillé. Les statues de la déesse, les objets cultuels en or, la vaisselle sacrée, tout fut emporté. Ce n'était ni un acte religieux, ni du vandalisme gratuit. C'était une démonstration. Les dieux assyriens n'avaient pas protégé la cité assyrienne. Pour la Mésopotamie de l'époque, cela revêtait une dimension politique capitale. Le vainqueur s'appropriait non seulement le territoire, mais aussi l'autorité sacrée. Aux portes du palais se déroula le dernier combat organisé. La garde royale défendait l'entrée. L'infanterie mède subit de lourdes pertes en tentant de forcer le passage étroit. Plusieurs assauts furent repoussés. C'est alors que la colonne babylonienne surgit de l'autre côté, frappant le flanc des défenseurs au moment même où les Mèdes lançaient une nouvelle offensive. Les portes du palais cédèrent. Quant au sort de Sincharishkun, les sources consignent le résultat, mais non les détails. Les chroniques babyloniennes se contentent de noter « le roi périt ». Ctésias de Cnide, écrivant bien plus tard, affirma que Sincharishkun avait incendié le palais, s'immolant avec ses femmes et ses trésors. Les données archéologiques du XIXe siècle, les expéditions de Layard et Rassam, ont révélé les traces d'un incendie colossal dans les appartements royaux, avec une couche d'objets calcinés caractéristique d'un feu intentionnel et non d'une destruction accidentelle. Parmi les découvertes, des objets en bronze fondu, des poutres de toit effondrées et des traces de combustion à haute température dans plusieurs salles simultanément. Bûcher volontaire ou mort au combat, nul ne le sait. Une chose est certaine, Sincharishkun ne tomba pas vivant entre les mains de la coalition. Après la prise du palais, la destruction systématique de Ninive commença avec méthode. Ce ne fut pas le pillage spontané de soldats affamés, bien que le pillage eut lieu. Les chroniques babyloniennes décrivent l'événement avec concision. La ville, ils l'ont réduite en ruines et en monceaux de décombres. Derrière cette formule se cachait une action délibérée. La démolition ciblée des édifices, la destruction des infrastructures, l'anéantissement de ce qui faisait l'essence même de Ninive. Les bas-reliefs d'albâtre du palais de Sennachérib, ces dalles qui racontaient l'histoire de l'Empire gravées dans la pierre, furent brisées intentionnellement. L'archéologie le confirme. Lors des fouilles, on a retrouvé des fragments de bas-reliefs portant des traces de concassage délibéré et non de simples dommages dus à l'effondrement des murs. Les scènes de victoires assyriennes, les représentations de peuples soumis, les processions triomphales, tout fut réduit en miettes. La bibliothèque d'Assurbanipal se trouvait dans le palais nord. C'était la plus vaste collection systématique de textes du monde antique. Environ 30 000 tablettes d'argile traitant d'astronomie, de médecine, de mathématiques, de religion et d'histoire. Assurbanipal les avait rassemblées avec soin, faisant rechercher et copier des textes dans toute la Mésopotamie. Lorsque le palais s'embrasa, les tablettes d'argile subirent l'épreuve du feu, ce qui, paradoxalement, les sauva. L'argile cuite devint plus résistante. Le XIXe siècle les retrouva sous les décombres. Mais en 612 avant Jésus-Christ, le palais en flammes n'était pas un entrepôt. C'était le bûcher funéraire de l'Empire. La noblesse assyrienne, capturée dans la ville, subit le sort que les rois assyriens avaient jadis réservé aux autres. Les chroniques babyloniennes ne s'attardent pas sur le massacre. Elles constatent un fait. L'élite de la cité ne survécut pas à sa chute. Nabopolassar entra dans Ninive une fois la résistance principale brisée. Il inspecta le palais conquis. Ce qu'il dit ou fit à cet instant
n'a pas été consigné. Mais ses actes ultérieurs parlent pour lui. Il ne reconstruisit pas Ninive. Il la laissa dépérir. C'était une décision politique, non une négligence. Une Ninive active aurait représenté un foyer permanent de revanchisme assyrien. Les ruines de Ninive signifiaient la fin du débat. La cendre se déposait sur les éclats d'albâtre. Au-dessus de la ville qui, pendant 2 siècles, avait dicté sa loi à tout le Proche-Orient, s'élevait une épaisse fumée. Et dans cette fumée se dissolvait déjà ce que l'on appellerait plus tard la fin d'une époque, bien que ceux qui se tenaient là n'y vissent qu'une victoire. Nabopolassar et Tsiaksarê se rencontrèrent sur les ruines de Ninive pour procéder au partage du monde. Ce n'est ni une métaphore, ni une exagération. Le traité entre le royaume néo-babylonien et l'empire Mède, conclu après 612 avant Jésus-Christ, redessina la carte du Proche-Orient aussi radicalement que la chute de Ninive elle-même. La Médie reçut le nord et l'est, la Syrie proprement dite et l'Anatolie comme zone d'influence. Babylone s'octroya la Mésopotamie, la Syrie et l'accès aux routes commerciales de la Méditerranée orientale. Ce fut un partage cynique et précis, opéré par des hommes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. L'État assyrien ne cessa pas d'exister instantanément. Les restes de l'armée et une partie de l'administration se replièrent vers l'ouest, dans la cité de Haran. Là, le dernier roi assyrien, Assur-Uballit II, proclama la continuation de l'empire. C'était un geste de désespoir, revêtu de la forme d'un acte d'État. L'Égypte réagit immédiatement. Le pharaon Néchao II fit mouvement vers le nord, non par sympathie pour les Assyriens, mais par pur calcul. La disparition de l'empire néo-assyrien comme zone tampon signifiait une confrontation directe avec le royaume néo-babylonien en pleine ascension. L'Égypte avait besoin des débris de la Syrie comme instrument de dissuasion. En 609 avant Jésus-Christ, les troupes égyptiennes et assyriennes tentèrent de reprendre Haran. La tentative échoua. Néchao se retira. Assur-Uballit II disparut des sources. Son sort ultérieur n'est mentionné dans aucun texte connu. L'empire néo-assyrien s'éteignit, non pas le jour de la chute de Ninive, mais à l'instant où son dernier roi cessa d'être mentionné dans les chroniques. Sans date précise, sans bataille finale, sans nécrologie, l'expédition égyptienne eut une conséquence majeure, sans rapport direct avec les Assyriens. Sur la route de Haran, Néchao rencontra le roi de Juda, Josias, à Médido en 609 avant Jésus-Christ. Josias tenta de barrer la route aux Égyptiens. Néchao le vainquit et Josias mourut au combat. Cette confrontation, maillon d'une chaîne d'événements initiés par la chute de Ninive, changea le destin du royaume de Juda et entra dans les textes bibliques comme un tournant historique. Ainsi, la chute d'une seule ville déclencha une série de déflagrations à des milliers de kilomètres de ses murs. Ninive elle-même se vida au fil des ans. Nabopolassar n'y envoya aucun administrateur et ne restaura aucune infrastructure. Une partie de la population fut déportée, une pratique que les Assyriens avaient infligée aux autres et qu'ils subissaient à leur tour. D'autres s'étaient enfuis avant ou pendant l'assaut. Les survivants subsistaient parmi des ruines que personne ne déblayait. Les édifices de briques crues se dégradèrent rapidement faute d'entretien. Les canaux d'irrigation qui alimentaient les champs environnants s'ensablèrent et cessèrent de fonctionner. La terre autour de Ninive, que l'historien grec Xénophon décrirait un siècle et demi plus tard comme une région déserte parsemée de collines de débris, retourna à son état originel, une plaine aride surplombant le fleuve. Xénophon passa près des ruines de Ninive vers 401 avant Jésus-Christ avec ses 10 000 mercenaires grecs.
Il décrivit une vaste cité déserte aux puissants murs de pierre. Les habitants locaux, selon lui, appelaient cet endroit Mespila et ignoraient quel peuple l'avait bâti. Moins de 200 ans s'étaient écoulés depuis la chute de Ninive. Son souvenir s'était déjà effacé, au point que les témoins ne pouvaient même plus la nommer. Ce ne fut pas un accident de l'histoire. Ce fut la conséquence de la politique de Nabopolassar et de ses successeurs. Ne pas mentionner, ne pas reconstruire, ne pas immortaliser. Ninive devait disparaître, et elle disparut. D'abord comme réalité politique, puis comme ville vivante, enfin comme souvenir. Le royaume néo-babylonien, héritier de la Mésopotamie, ne dura pas même un siècle. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone fut prise par le roi perse Cyrus II. L'empire Mède était tombé plus tôt encore, en 550 avant Jésus-Christ, absorbé par ce même empire perse. Les vainqueurs de Ninive n'avaient pas bâti d'État éternel. Ils avaient édifié des structures transitoires, que la génération suivante de conquérants démantela selon les mêmes principes. Les collines recouvrant les ruines de Ninive, Kuyunjik et Nabi Yunus, restèrent inviolées jusqu'au XIXe siècle de notre ère, lorsque des archéologues britanniques et français entreprirent de les fouiller. Sous la terre reposaient des palais, une bibliothèque, des bas-reliefs et des archives administratives. 2500 ans de poussière avaient préservé ce que le feu et le temps n'avaient pu anéantir totalement. Les tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal, cuites lors de l'incendie de 612 avant Jésus-Christ, sont aujourd'hui conservées au British Museum. On y trouve la plus ancienne version de l'épopée de Gilgamesh, des textes astronomiques, des traités de médecine. Ironie du sort, le feu qui devait détruire l'héritage de Ninive a transformé l'argile en céramique, la figeant pour l'éternité. Nabopolassar mourut en 604 avant Jésus-Christ, sans avoir vu l'effondrement définitif des derniers vestiges assyriens. Son fils, Nabuchodonosor II, fit la gloire de Babylone. Les jardins suspendus, la porte d'Ishtar, la ziggourate, qui devint le prototype de la tour de Babel biblique. Tout cela fut bâti grâce aux ressources et à la main-d'œuvre issue des campagnes initiées par la défaite de Ninive. La vengeance s'avéra fructueuse, d'un point de vue comptable. Ninive a disparu. Ces Menachéribes, prétendaient 100 rivaux parmi les cités du monde, ne sont plus qu'une colline à la périphérie de Mossoul. Pendant une grande partie du XXe siècle, des gens ont vécu sur ce site, ignorant qu'ils bâtissaient leurs maisons au-dessus des palais du plus grand empire de l'Antiquité. Valait-il la peine de semer la terreur pendant des siècles dans tout le Proche-Orient pour, au final, ne trouver aucun allié aux portes de sa propre ville? Les chroniques babyloniennes ne posent pas la question. Elles se contentent de constater: la ville fut détruite, le peuple dispersé, le nom oublié. La réponse réside dans le fait lui-même.